Bonjour à tous. On va déjà se présenter. Donc, Alexia Malexieux, je suis responsable industriel chez Acta Mobilier et j'ai en charge notamment l'amélioration continue et l'industrialisation de nouveaux produits de façade de sous-traitants, de cuisine et salle de bain, vous allez comprendre. Oui, Alain Genet, donc je suis le responsable de la société Acta. Nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour au moins 3 raisons. Déjà, c'est un grand plaisir de vous rencontrer. Ensuite, chaque fois qu'on fait une présentation comme ça, c'est vraiment l'occasion de se remettre en question et de se poser plein de questions. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Alors l'objectif de la présentation, ce n'est pas de vous faire un cours, mais juste de partager notre expérience qui est encore tout au début. Et l'objectif, c'est vraiment de vous montrer ce qu'on essaye de comprendre dans le fait de passer de l'utilisation des outils que vous connaissez certainement à une vraie démarche. Acta a été créé il y a une 30aine d'années avec un double projet, un projet économique, donc satisfaction des clients en premier, une rentabilité, pérennité, et puis un objectif humain. Satisfaction de chaque collaborateur, développement de chaque collaborateur et responsabilisation de chaque collaborateur. Et souvent, dans les démarches ou dans les outils qu'on a pu utiliser, on n'était pas en phase avec ce projet. Et là, aujourd'hui, on peut dire que si tout n'est pas réussi, on se retrouve beaucoup plus dans notre projet. Donc Acta, on a deux métiers. Un premier métier qui est un métier d'agenceur des espaces de marque. Donc là, vous voyez des boutiques. Donc on travaille pour des gens comme Chanel, Guerlain, Dior ou DS. On fait les magasins DS dans le monde entier. Donc on fait de l'agencement de stands. Donc on fait des grands stands pour Peugeot. Donc c'est des stands de 5000 m². Quand on arrive un lundi matin au parc des expos, qu'on voit 5000 m² et qu'on sait que 10 jours après, il faut que ce soit fini, c'est légèrement stressant. Et puis, donc on fait des plus petits stands pour d'autres. On fait aussi de l'agencement de bureaux avec comme clients Chanel, la Citibank ou le centre des paiements de Volkswagen en Allemagne. De plus en plus d'événementiels, c'est-à-dire des petites actions ponctuelles dans des magasins, dans des gares. Et là, on a pour clients les mêmes marques qu'on a parlé avant, mais aussi la SNCF. On a fait, par exemple, dans 35 gares, le même jour, une opération. Des hôtels, beaucoup de 4 et 5 étoiles, Sofitel ou Pullman. De la PLV ou des vitrines, ce qu'on appelle des vitrines, c'est la mise en valeur d'un nouveau produit ou d'une marque. Donc là, on a des clients, là on a montré Hermès, mais on travaille beaucoup pour Nespresso, Longchamp ou Van Cleef. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire de tout ça? C'est que c'est vraiment toujours du spécifique, toujours du spécial. Notre deuxième métier, c'est la fabrication de façades de cuisine. Donc on fabrique des façades de cuisine, ce qu'on appelle dans le jargon du métier à la contre-marque. Ça veut dire qu'on ne fabrique que les façades de cuisine que notre client a déjà vendues. Quand on dit façade de cuisine, c'est quoi? C'est des portes, c'est des faces de tiroirs, c'est des corniches, c'est des plinthes, c'est toutes sortes de pièces, des meubles ouverts, toutes sortes de pièces spéciales. Et ça nous arrive de faire toutes les semaines, de faire des meubles auxquels on n'avait jamais pensé avant, qu'un client, quelque part dans le monde, a souhaité. Tout ça dans un délai de 10 jours, toutes les dimensions, toutes les couleurs, toutes les formes que le client veut. On a commencé cette activité-là par la laque brillante, donc c'était des laques brillantes polyillustrées, donc à très haut niveau de qualité. Et on a poursuivi en développant du véritable béton ciré. Donc on a connu avec ce béton ciré une grande réussite commerciale. Et ensuite, on développe aujourd'hui des finitions métal. Tout ça, donc, vous pouvez voir aussi bien sur les façades de cuisine que sur l'agencement. Tout est fait dans la même usine, avec les mêmes machines, avec un bureau d'études, par contre, dédié à chaque activité et un commercial dédié à chaque activité. Donc ça veut dire qu'on est arrivé à tenir des délais toujours très courts,
Tout ça, c'était basé initialement que sur l'implication des collaborateurs. Donc, on peut dire on tirait beaucoup sur les collaborateurs. C'était eux qui étaient mis beaucoup à contribution. Alors moi, je vais vous parler des exemples de ce qu'on a pu vivre, c'est les réclamations clients. Alors, il faut savoir qu'au début, quand on a commencé la démarche Lean, nous, on voulait travailler sur le flux. Et les personnes qui nous accompagnent nous ont dit qu'on s'était déjà trompé de sujet. Donc, le bon sujet, c'était de travailler les réclamations clients et la satisfaction du client. Il faut dire qu'on était certifié ISO 9001. On avait 1% de réclamations, à peu près 40 réclamations par semaine, quand même. On traitait les réclamations, en fait, c'est notre responsable qualité qui traitait les réclamations avec Alain. Alors, bien qu'elle ait beaucoup d'imagination, elle commençait à manquer d'idées pour pouvoir justifier pourquoi on faisait tant de problèmes à nos clients. Et elle était vraiment très mal. Donc on a commencé dans un premier temps à écrire les réclamations dans le couloir. À l'entrée de l'usine, on a noté toutes les réclamations. Alors à la vue de tous, de tous les clients qui venaient chez nous, on s'est posé la question à savoir s'il fallait le faire ou pas, et puis on s'est lancé. On a mis en place un rituel. Tous les jours, on se retrouve, le service client, la qualité, l'industrialisation, les responsables de prod devant ce tableau, pour regarder les nouvelles réclamations. Et une fois par semaine, le CODIR se retrouve devant pour regarder comment ça évolue. Ensuite, ces réclamations sont transmises sur le terrain, dans les équipes. On informe les équipes pour qu'ils sachent quels sont les problèmes que rencontrent nos clients. Et on en avait 40, donc on s'est dit dès le départ qu'on ne les traiterait pas toutes. Mais on a commencé à en traiter certaines, à creuser, à comprendre ce qu'on faisait subir à notre client. Et ça par de la méthode de résolution de problèmes. Alors on était très contents, parce qu'en un an, on a divisé par 2 notre nombre de réclamations. Et on a même réussi à passer à 8 réclamations par semaine. Alors on était vraiment super contents. Et du coup, on s'est un peu endormis. Parce que voilà ce qui nous est arrivé. Après une stagnation, on a commencé à remonter. Alors, sur le coup, on n'a pas bien compris. On n'a pas encore compris, je dirais. On n'a pas encore tout compris. On n'a pas encore tout compris. Mais ça a vraiment été un choc, je dirais, et on s'est remis à réfléchir à ce qu'il en était. Alors, on a identifié plusieurs pistes qui pouvaient être la cause de cette reprise sur les réclamations. Déjà, on a vu qu'on n'informait plus autant les collaborateurs, on n'impliquait plus autant les collaborateurs dans la résolution, déjà dans l'information et dans la résolution de nos réclamations. Bon, on ne s'occupait pas tellement du client, en fait. Jamais on lui demandait si ce qu'on faisait, ça lui allait ou s'il était satisfait de ce qu'on avait mis en place. Et surtout, le point qui nous a semblé le plus important, c'est que voilà, les réclamations étaient là, on est rentré dans une habitude et on n'a pas remis en question cette démarche. Alors, là, c'est un prototype qu'on a mis en place lundi. Alors, il est pour l'instant tout récent. Mais l'idée, c'est vraiment de plus prendre en compte la demande client, de retravailler régulièrement sur la démarche. Et la deuxième phase, c'est vraiment qu'on implique plus les collaborateurs. Si vous voulez, c'est plus expliquer aux collaborateurs, du moins travailler avec eux pour qu'on comprenne ensemble ce qu'on fait subir à nos clients. Et qu'ils soient vraiment dans une démarche volontaire pour pouvoir nous aider à résoudre tous ces problèmes. Donc là, on a parlé des réclamations clients. Maintenant, on va vous expliquer ce qu'on a fait sur l'amélioration de la conception. On a commencé à travailler sur la partie agencement. L'agencement était spécifique, sauf pour un client DS. On fait les magasins DS dans le monde entier. Donc, on a quelque chose qui revient de temps en temps, des mobiliers, des agencements qui reviennent régulièrement.
Donc qu'est-ce que l'on a fait? On a dit, on a vu qu'aujourd'hui, auparavant, il y avait une trop grande coupure entre le BE et puis l'atelier, et un manque de vision globale de la conception et de la réalisation. Donc on a mis en place tous les mercredis une réunion autour d'un meuble chaque mercredi. Donc le responsable projet informait la semaine précédente, informe la semaine précédente l'atelier, on met en place un paperboard où tous les personnes qui travaillent sur le meuble peuvent mettre leurs remarques. Et puis le mercredi suivant, on se réunit pour travailler vraiment sur chaque point, sur chaque détail. J'ai oublié de vous dire, on fait remonter aussi toutes les informations que peuvent nous donner les poseurs sur le terrain. On n'a pas trop de remarques du client, parce que on n'a pas le client en direct, mais on fait remonter toutes les infos du poseur. Et là, on a eu on a vraiment nettement amélioré la conception, parce qu'on est passé à une vision beaucoup plus globale. Donc on n'a pas amélioré dans un endroit pour gêner l'autre partie de l'usine ou pour gêner la conception. Donc là, on a vraiment fait quelque chose de global. On a vraiment fait des choses pratiques, pragmatiques. Je pense qu'on a beaucoup appris en faisant ça. Et là, j'ai voulu vous montrer quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire autrement, qui n'était pas envisageable. Quand vous voyez ce grand cadre-là, derrière ce grand cadre, il y a un panneau qui est découpé, et tout le milieu du panneau est vide, et c'est une chute qui est jetée. Et le jour où on était dans l'atelier pour travailler sur la conception de ce meuble-là, on a vu comment il était emballé. Et on a vu qu'il y avait un collaborateur qui allait chercher une chute dans une benne, qui recoupait à la circulaire, qui faisait les cales, ce qui est entouré là. Et ça prenait énormément de temps, parce qu'il y en a 4 par palette. Et simplement d'avoir vu ça, c'était évident que ça ne pouvait pas être bien, quoi. Et donc là, immédiatement, mais l'idée est venue tout de suite, c'était de dire, dans le panneau central, en même temps qu'on usine le meuble, on usine les cales qui vont servir à l'emballage du panneau. Donc là, vraiment, ça prouve l'intérêt de la démarche. Et donc depuis, on a beaucoup amélioré l'ensemble du mobilier. Donc on a commencé par ça, et ensuite on est passé à on s'est inspiré de ça pour passer à la fabrication des portes-cuisines. Alors en fait, sur la sous-traitance de cuisine, on avait plusieurs problèmes. Souvent, on n'écoutait pas très bien le client, hein, c'était assez rapide, et puis le commercial transmettait, je dirais, les informations presque entre deux portes au service industrialisation, et de même, on faisait rapidement avec les responsables de prod pour leur expliquer quel était le projet. Donc il n'y avait pas vraiment d'écoute et de collaboration. On mettait beaucoup de temps pour traiter les demandes, et souvent, quand on arrivait au bout, le client il n'en avait plus besoin, donc c'était un peu dommage. Et surtout, on n'avait pas vraiment quelqu'un de responsable du sujet. On n'avait pas vraiment d'objectif. L'objectif, c'était de faire un produit, mais sans plus. Et ça, on a vu des pertes de confiance de certains clients. Donc la première étape, ça a été déjà de définir l'objectif de l'avant-projet sur un produit. Et le premier objectif qu'on a défini, c'était qu'il fallait qu'on arrive à vendre le produit. Alors ça paraît évident, mais ça a été déjà un peu une révélation pour nous. Et ensuite, on a mis en place un management visuel et un rituel ici. Tous les jours, on se retrouve entre le service client et l'industrialisation pour faire le point sur les projets, comment ils avancent, quels sont les problèmes qu'on rencontre, etc. Donc on est vraiment plus dans une écoute, un questionnement sur les besoins clients pour évaluer les points qui sont encore pas faciles pour nous, les points qu'il faut apprendre, les points durs, je dirais, pour concevoir le produit. Ensuite, on a un vrai échange sur le terrain. Alain vous en parlera plus spécifiquement, mais on a mis en place deux outils qui permettent de remonter le flux dans un sens et de le redescendre dans l'autre
pour échanger avec les collaborateurs, leur expliquer le produit qu'on a envie de faire, de voir sur place quels sont les problèmes qu'ils rencontreraient par rapport à ce produit. Ensuite, on analyse bien sûr les résultats qu'on a et à partir de là, on peut proposer quelque chose au client. Je dirais qu'ensuite, le client, soit il nous passe commande et on a réussi, soit il y a des modifications à apporter et on recommence une boucle, ou alors ça ne l'intéresse pas et là, on débriefe en tout cas dans tous les cas sur quels sont les points qui auraient pu être faits autrement et comment on peut améliorer notre démarche. Alors, ce que l'on fait, on a une démarche qui... Avant, on faisait un plan de A à Z qu'on estimait être un plan parfait. Là, aujourd'hui, le responsable projet regarde son plan, il se fait déjà une première idée, il essaye de trouver des pièces qui ressemblent, et avec ça, il va dans l'atelier, il part des expéditions et il remonte toute la chaîne de fabrication. Donc, et à chaque fois, il voit les collaborateurs et il pose 3 questions de base. Quel problème tu rencontres déjà sur des pièces ressemblantes ou quel problème tu penses rencontrer avec ce produit-là? Deuxième chose, quelles sont tes préconisations? Et troisième chose, qu'est-ce que tu attends de tes fournisseurs internes? Et là, pour l'avoir fait plusieurs fois, c'est vraiment, ça remonte plein de choses. Alors, ça remonte des choses, des problèmes sur les pièces existantes, mais aussi sur tout le reste. Vraiment, c'est vraiment très riche et ça fait remonter beaucoup de choses qu'on n'a pas encore la capacité aujourd'hui de tout traiter. Et l'autre chose, c'est lorsqu'on fait le prototype, donc on a un suivi, on suit poste par poste la réalisation du prototype. Et là, c'est dans le sens du flux, c'est-à-dire depuis le débit jusqu'aux expéditions. Et là, c'est pareil. L'idée, c'est de noter tout ce qui se passe, de voir les problèmes, de recueillir l'avis et vraiment d'impliquer et de vraiment tenir compte de ce qui se passe réellement sur le terrain. Alors, par rapport à ça, on est vraiment encore au début. On a beaucoup à apprendre dans cette démarche. Bon, déjà, le point positif, c'est qu'on répond plus rapidement aux clients. On a encore beaucoup à apprendre dans le fait d'écouter le client, de le questionner pour bien comprendre ce qu'il souhaite. Et ensuite, on a encore beaucoup à apprendre sur notre production, parce que parfois, il se passe des choses, on ne les comprend pas bien. Et si on veut bien concevoir le produit, il faut vraiment qu'on maîtrise l'ensemble de notre production et qu'on maîtrise aussi mieux notre conception et les différentes étapes pour valider qu'on va vers le bon produit. Donc après les réclamations clients à la conception, on va vous présenter ce que l'on a fait dans l'usine. Donc on va partir d'un atelier de polissage. Donc le polissage consiste à... Donc on laque une pièce en laque brillante pour qu'elle soit super belle. Et la première chose qu'on fait, c'est de la poncer pour enlever tout le brillant, mais pour y donner un aspect parfaitement plan. Et ensuite, on la polit. Donc la première machine, c'est... Donc on a acheté vraiment une belle machine. Donc ça, c'est une machine de ponçage qui a 4 bandes, des bandes en travers et des bandes en long pour avoir une planéité parfaite. Donc là, grâce à cette machine-là, on a vraiment quelque chose de super bien et on a beaucoup de patins électroniques sur cette machine. La deuxième machine qu'on a achetée, c'est vraiment une grosse machine, elle est vraiment bien. C'est une machine qui fait 14 mètres de long, on peut polir jusqu'à 20 pièces en même temps. Et pendant qu'on charge d'un côté, on peut décharger de l'autre. Donc là, on travaille en temps masqué. On est vraiment très productif sur cette machine. Et ensuite, on a fait un gros travail sur les chariots. Donc là, on a passé beaucoup de temps pour arriver à maximiser les chariots, maximiser le nombre de pièces. Donc chaque pièce a vraiment sa place. Il y a des protections pour pas rayer, pour pas abîmer. Il y a les documents sur le côté. Donc on a fait vraiment un gros travail. Alors malgré tout ça, il faut savoir qu'on était à plus de 40% de non-conformité sur ce produit-là. On faisait des Pareto, comme tout le monde, et on regardait le début du Pareto, quelles étaient les actions qu'on pouvait mener pour résoudre ces problèmes-là. Je dirais qu'on s'est un peu épuisé sur le sujet. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne voulait pas traiter les réclamations clients.
Et on voit aussi qu'on avait un lead time, c'est-à-dire le temps de passage d'une pièce dans notre flux de polissage seulement, qui était de 11h24, donc très très long. Pour les pièces bonnes. Pour les pièces bonnes. Et les pièces mauvaises, elles passaient quand même 11h24. Et à la fin, on se disait, tiens, elle n'est pas bonne, du coup, on va l'enlever et la remettre en réparation. Donc là, on a dit on va passer aux pièces à pièces, donc c'était un petit peu compliqué, très difficile, très dur, quelques tensions parce que personne n'y croyait, personne pensait que c'était possible. Donc la belle machine, on l'a mis de côté et on se sert d'une machine manuelle où le collaborateur il voit ce qu'il fait, il ponce chaque pièce, il va forcer plus ou moins suivant la qualité du laquage auparavant. Ensuite, la grosse polisseuse, on l'a mis de côté et on en a sorti une. On a un problème avec cette machine-là, c'est qu'on ne sait pas l'âge qu'elle a. On ne sait pas si elle a 60 ans, 80 ans, mais bon, voilà. Donc on est passé de cette machine toute neuve à cette autre machine. Et puis les chariots, ils sont passés dans la benne à ordures. Voilà. Donc, après avoir fait ça... après avoir fait ça, on a mis en place aussi, on était en pièce à pièce, on a mis en place le tag time sur cet atelier. On doit sortir une pièce bonne toutes les 4 minutes. Donc la première étape, ça a été de noter toutes les heures combien de pièces bonnes on faisait, de regarder quels problèmes on rencontrait pour pouvoir tenir ce tact. Et à chaque changement d'équipe, les équipes du matin avec l'après-midi se retrouvent et échangent par rapport à ces problèmes-là. Il y a une collaboration avec les équipes fournisseurs pour leur faire bien remonter les problèmes. Et maintenant, c'est devenu d'eux-mêmes. Dès qu'ils voient un gros problème, ils s'arrêtent, ils regardent ensemble quel est le problème et comment ils peuvent le comprendre et améliorer les choses. Alors tout ça, voilà, le lead time, on est passé de 11h24 à 10 minutes 30. Donc 10 minutes 30 pour faire une pièce du début à la fin dans cet atelier. Alors on a même du coup ramené les expéditions derrière parce qu'on avait gagné pratiquement 50% de la place de l'atelier. Et on le voit, donc l'étoile, c'est au moment où on a commencé à mettre ça en œuvre. Et on a pratiquement divisé par 2 le nombre de non-conformités sur ces types de pièces. Alors, en sachant que 20%, vous allez nous dire, c'est pas terrible, on a encore beaucoup à faire pour apprendre, comprendre ce qui se passe. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on n'imaginait même pas un an en arrière, quoi. Donc on a fait un autre chantier pièce à pièce qui est sur la fabrication des lacs. On avait un lead time qui était chez nos fournisseurs de 42 jours. Donc là, on a racheté à notre fournisseur une vieille machine qui lui semblait plus bonne. Donc on y a racheté la machine. Et aujourd'hui, on a amélioré la qualité, c'est-à-dire qu'on a une précision bien plus importante qu'avant sur les couleurs. On est passé d'un lead time de 42 jours à 1 jour. Et on a mis en place une cellule où le collaborateur tourne à l'inverse du sens d'avancée du produit. Enfin, donc là, on est en flux tiré sur une petite cellule. Et là, on a réussi vraiment à monter la qualité, à monter la flexibilité. Et ça nous a permis aujourd'hui d'améliorer notre offre produit. C'est-à-dire qu'auparavant, il y a quelques mois, lorsqu'un client voulait une couleur spéciale, on lui demandait 1 semaine de plus. Aujourd'hui, on livre dans le même délai les couleurs standards et les couleurs spéciales. On a réussi ça. Et puis, bon, on a une bien meilleure qualité, clairement. Et on a divisé par... j'ai oublié de regarder, je ne sais plus si c'est par 2 ou par 3 le stock de lac. Enfin, peut-être même plus. Voilà, on arrive à la fin de notre présentation. Si vous avez des questions, bien entendu, on est là. Merci, c'est fabuleux, c'est une des meilleures présentations